Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Présidentiel Le Point sur Info TV, la chaîne de proximité qui suit minute by minute le déroulement de la campagne électorale sur le terrain, avec probablement les représentants des candidats. Ce soir, on parlera de la lutte contre l'inflation et la vie chère dans notre pays. Quelles sont les propositions pour renflouer le panier de la ménagère? Est-ce que la thématique si importante pour les Camerounais est évoquée dans cette campagne électorale? On le verra avec nos invités, nos consultants qui sont déjà installés sur le plateau. Avec eux également, on va parcourir l'actualité de la campagne électorale. On fera quelques commentaires sur les déplacements des uns des autres. On fera un tour également dans les kiosques pour voir le traitement que la presse a réservé à la campagne électorale, rendue au 6e jour de cette campagne. Demain, ce sera le 7e jour de la campagne électorale. On boucle donc une semaine de campagne électorale sur le terrain. Bien évidemment, vous également qui suivez cette campagne, vous pourrez envoyer vos suggestions, vos observations et vos questions sur le code d'accès qui est affiché au bas de l'écran. Accueillons Paul-Stéphane Boudouga, le politologue, consultant permanent sur ce plateau dédié à la présidentielle. Paul-Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes. C'est un plaisir une fois de plus d'être là ce soir. Question d'épiloguer justement sur les programmes politiques de ceux qui aspirent nous gouverner et même de scruter les actions qui sont relatives à la campagne présidentielle pour le compte du 12 octobre 2025. Une semaine déjà de campagne électorale. Est-ce que vous avez l'impression que le rythme est bon, comme on dit au quartier? J'ai l'impression que le rythme commence à monter pour certains candidats, notamment le candidat du PCRN, celui du FSNC. Je ne vais pas citer le RDPC ici parce qu'il est particulier. C'est un parti politique qui a, du fait de son ancrage territorial, a la capacité de faire 360 meetings chaque jour. Donc du coup, je ne vais pas citer le RDPC ici, mais pour ceux qui aspirent gouverner, j'ai envie de dire que parmi ceux qui se démarquent, il y a l'UNDP également, et dans une certaine mesure, le parti de Madame Tomaï Nondam. L'UDC, exactement. Voilà les partis en réalité qui se démarquent et qui montent progressivement en puissance. Les méthodes restent traditionnelles. Meeting, un peu de porte-à-porte. Oui, c'est vrai que les méthodes sont restées traditionnelles et sont presque similaires. Mais il faut ajouter également ici que certains candidats ont intégré l'évolution du monde. Ça veut dire qu'ils font du terrain et ils sont présents sur le digital, notamment sur Facebook par exemple. On peut remarquer que le candidat Tiroma est véritablement présent sur les plateformes comme Facebook, TikTok et j'en oublie certainement. Idem pour l'honorable Kadra Libi. C'est l'UDC justement qu'on ne voit pas être très présent sur le digital et également l'UNDP. Mais ces deux candidats justement ont intégré cet aspect-là parce qu'ils savent que tout est important dans le marketing politique parce qu'on peut convaincre tant sur le réseau social que sur le terrain. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport aux 6 jours de campagne qui se sont déjà écoulés. Est-ce que ces 6 jours ont permis quand même de lire un peu, je veux dire, pour ce qui est du physique, ces candidats, de lire également leurs différents projets jusqu'à présent? C'est vrai que quand vous suivez les candidats depuis les 6 jours, vous n'arrivez pas encore à cerner concrètement les projets. Tous sont encore, j'ai envie de dire, dans des discours qui ne touchent pas directement ce que le Camerounais attend. Parce que tous sont encore en train d'être aériens, c'est-à-dire vous disent que c'est un mandat de transition, je vais ramener le mandat présidentiel à 7 ans, je vais, mais en fait, ce que le citoyen électeur lambda lui l'attend, c'est justement par exemple la question que vous mettez en débat aujourd'hui. Est-ce qu'on va résoudre la question de l'inflation? Est-ce qu'on va résoudre la question de la vie chère? Hier encore on parlait des emplois. Quelle est la solution que vous apportez par rapport aux emplois? Je crois c'est lundi ou mardi qu'on a parlé de la crise anglophone. Qu'est-ce que vous apportez? Ou alors quelle est la solution que vous apportez par rapport à la crise anglophone? Je pense que les candidats, ou alors la plupart des candidats, ne sont pas encore véritablement rentrés ou alors ne nous ont pas encore véritablement décliné les solutions qu'ils comptent apporter par rapport à ces différents mots. J'allais même oublier la question de l'éducation, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a une éducation
qui ne produit pas la richesse. Parce que l'éducation a pour finalité de résoudre les maux d'une société. Et quand vous prenez le système éducatif camerounais aujourd'hui, vous avez envie de vous poser la question, quels sont les maux du Cameroun? C'est la famine. Parce qu'on passe le temps à importer du riz, on importe du poisson, on importe des cul-dents, on importe les chiens, on importe les chats, pendant que notre éducation, justement, n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc, voilà en réalité là où on attend les candidats aujourd'hui. Et on espère que peut-être à partir de maintenant ou de demain, ils vont rentrer de plein pied par rapport à ces problématiques-là. Ils vont nous dire exactement ce qu'ils comptent apporter autant pour nous. Norbert Olivier Bodé, on est en train de boucler une semaine de campagne électorale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Paul Stéphane, bonsoir à ces millions de téléspectateurs, même d'internautes qui nous suivent. Peut-être avant autre chose, un coup de gueule à ces communicants des partis politiques, chez qui nous faisons pratiquement la marche pour qu'ils viennent présenter le programme politique de leur champion. Ils se complaisent plutôt à être à côté de leur champion sur le terrain, à faire des selfies. Mais on a besoin, l'opinion a besoin de connaître les programmes concrets des partis politiques engagés à cette élection du 12 octobre. Ça ne sert à rien. Et là, c'est la plus grosse difficulté. Oui, bien sûr, ça ne sert à rien tout le temps de faire même de la supplication pour que quelqu'un puisse vous donner l'actualité de son candidat sur le terrain, qui plus est encore le programme politique. Il ne faudrait pas que les gens soient seulement en course pour faire le show, alors que les Camerounais sont confrontés aux difficultés quotidiennes. Donc vivement que les communicants se détachent un peu de leurs candidats et investissent un peu l'espace public pour proposer les programmes concrets. Est-ce que le problème n'est pas dans le fond? Comment deviennent-ils communicants de candidats à une élection présidentielle? Est-ce qu'il suffit de savoir parler ou savoir écrire? On vous prend pour... Est-ce que ce n'est pas là-bas? On n'a pas pris le temps de les former, de les amener à être utiles aux candidats, au lieu de faire, comme vous le dites, les seules filles, faire tous les voyages. Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Jean-Jacques, il y a que beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de candidats qui ont été investis par d'autres partis politiques. Et là, il y a la guerre des communicants. On ne sait pas qui parle au nom de qui. Tout le monde veut contrôler tout. Tout le monde veut être sur les plateaux. Tout le monde veut être dans le déploiement sur le terrain. Tout le monde veut travailler son image publique, parce que j'aime à indiquer que après cette présidentielle, les gens sont en course pour les législatives et les municipales. Donc, ils veulent davantage marquer l'opinion avec leur nom. Mais ils peuvent aussi venir marquer l'opinion étant sur les plateaux, défendant comme peut-être notre ami docteur Mbok l'a fait ici hier. Non, il gagne l'espace public. Il peut aussi travailler son nom, son image sur un plateau de télévision en défendant ardemment avec des preuves concrètes le programme politique de son candidat. Parce que généralement, on a le sentiment aujourd'hui que ça commence aussi à être une affaire de copains et coquins. Si les candidats qui disent donc s'inscrivent dans la rupture, veulent un peu faire danser la même musique que celui qu'ils veulent combattre, on a envie de croire que on n'a rien changé, on fait du surplace. Ah, en une semaine, il y a des candidats pour lesquels on ne sait pas qui s'occupe des relations presse. Oui. Vous ne savez pas qui joindre lorsque vous voulez avoir un représentant, par exemple, du candidat Hiram. Iodi. Justement, parlant d'Hiram Iodi, celui qui coordonne la communication me dit ce matin par WhatsApp que non, c'est lui qui programme. Je dis que matin un peu, c'est pas à nous de venir faire la queue pour avoir un représentant sur le plateau. Proposez-nous des communicants sur les plateaux. Nous, on reçoit, personne ne nous a parlé jusqu'ici d'une affaire d'argent, parce que d'autres frères parfois souvent des quatre faits, estimant que quand ils enverront les gens sur les plateaux, les modérateurs, c'est pas tous les médias vont leur demander de l'argent. Je crois que le plateau est open. Tout le monde qui vient ici a vos chapitres. Maintenant, en offre, les gens viennent vous dire que non, vous parlez plus de telle partie. Mais Jean-Jacques, on n'ira pas chercher l'information du candidat au ciel. On a toutes les démarches qu'on peut avoir au quotidien pour avoir la bonne information. Il y en a qui se comportent un peu comme dans l'administration centrale. Ils vous disent non, je suis d'abord là avec tel, je vous reviens. Après, ils ne reviennent pas, le téléphone ne passe même plus. Vous avez jusqu'au RDPC qui fait une programmation. On dit pour telle émission, c'est tel qui vient sur le plateau. Vous appelez l'intéressé et dites qu'il je suis en cause je suis en train de gérer un business là, je vais peut-être arriver. Tout à l'heure, j'ai fait un coup de gueule à la communication du RDPC en audio pour que ça ne se perde pas. Vous avez dit qu'il ne faut pas après venir nous dire qu'il y a des chaînes qui organisent des plateaux. Le bashing. Bashing du... Mais ce n'est pas croyable qu'on soit programmé, qu'on soit dans l'équipe de communication et qu'à l'heure H, on vous dise que non, on a encore un petit business à faire là, on va peut-être arriver en retard ou pas. Il dit, mais vous êtes sérieux? Vous venez défendre un candidat aussi sérieux, entre guillemets, que le RDPC, et vous dites que vous gérez un petit business
et vous pourrez être en retard ou même que vous n'allez pas arriver. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et j'ai fait cet audio pour envoyer à la division de communication du RDPC et leur dire que ne venez pas après crier. Donc, il y a un problème pour poser la question aux politologues. Est-ce que ce pan-là a été négligé par les candidats? Construire la communication. Effectivement, j'ai cette impression que ce pan a beaucoup été négligé par les candidats, la construction de la communication, parce qu'à côté même de la construction de la communication, il faudrait que les communicants soient capables de défendre déjà les projets de société, parce que ça peut aussi être ça le problème, l'incapacité à défendre les projets de société amène donc les communicants qui n'ont pas été préparés, qui ne maîtrisent même pas le projet de société du candidat qu'ils représentent, à, j'ai envie de dire, trouver des raisons pour ne pas être sur le plateau. Et ça nous amène même à nous poser des questions. Est-ce que les équipes de communication des candidats ont la maîtrise des projets de société des candidats dont ils doivent communiquer? Ah, ne me demandez pas de répondre. Je vais être sûr avec cette... ouais. Parce que c'est donc ça le problème de fond en réalité. Parce que venir défendre le programme ou le projet d'un candidat, ça nécessite une certaine connaissance, justement, et une certaine assise par rapport à ce qu'il dit et par rapport à la réalité. Non seulement la réalité camerounaise, la réalité africaine et même la réalité mondiale. Ça peut être ces ensembles-là qui font que, justement, les candidats préfèrent aller sur le terrain et se battre comme ils peuvent là-bas parce qu'ils savent quand même que en télévision, ils pourraient se faire un harakiri. Donc, on interpelle donc les candidats à former leurs communicants. Mais moi, je suis quand même un peu surpris, si vous me le permettez, que le candidat Hiram ne soit pas fortement représenté parce que j'ai quand même participé à la formation de ces communicants. Donc, du coup, moi, ça me surprend qu'il n'ait pas, justement, qu'il ne soit pas présent. Je m'attendais à une communication de présence. Oui. Parce que là, il faut dire ce qui est bien. Il a pris la peine de former ses communicants pendant une semaine. Et moi, j'y ai participé en tant qu'expert. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je suis désagréablement surpris de ne pas voir les communicants d'Hiram assaillir les plateaux de télévision. Question de faire la propagande de son idéologie. Et je me rappelle encore, je leur définissais ce que c'est qu'un militant. La première mission d'un militant, c'est de faire la propagande de l'idéologie de son candidat ou de son président. Et ça passe justement par la communication politique qui peut être médiatique également. Ce qu'on observe, justement, le Conseil national de la communication a fait une sortie hier et fait le procès à certains médias de surmédiatiser justement les activités du RDPC sur le terrain. Jean-Jacques, j'ai surpris une conversation hier entre un patron de médias et un panéliste. Quelque part, je ne vais pas révéler ma source. Et le patron des médias disait au panéliste qu'il se plaignait de ce que la revue de presse faite par nous avait faisait la part belle au RDPC. Faisait la part belle au RDPC. Et au patron des médias, je lui réponds, mais on voit les autres où? Est-ce que on viendra vous chercher dans vos cuisines pour couvrir vos meetings? Si le RDP sollicite nos équipes, nous sommes au service du public. On déploie nos équipes et c'est le retour du terrain que nous relayons dans la presse. Donc, voilà à peu près cela. Tout le monde veut, Paul Stéphane le disait tout à l'heure, les gens sont formés, ils ont certainement eu des parchemins, ils vont aller encadrer, mettre dans leur salon. Mais est-ce qu'ils auront utilisé cette formation à bon escient sur le terrain? On n'a pas besoin, Hiram n'a pas besoin des gens qui encombrent ses cortèges pour dire que il faut pas que les communicants fassent plutôt la foule autour du militant en le détournant de l'essentiel, puisque chaque jour vous posez sur la question. Quel candidat propose même quoi concrètement? Parce que même pour avoir le programme politique, il y a quelques rares qui ont rendu public leur programme politique. Cabral, Libi, on a même forcé la main pour avoir celui de Jacques Bouga. Et finalement, même dans WhatsApp, il s'est perdu. Donc, ça n'a pas été suffisamment relayé. Donc, et le lecteur est un peu comme une femme. Elle n'aime pas le baratin.
il faut aller à l'essentiel. Jean-Jacques, vous êtes un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Je crois que la devise de l'Olympique de Marseille... Non, je sais que je suis Marseille quelque part. La devise de l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Donc, le candidat, l'électeur a besoin du candidat qui va droit au but, qui lui dit l'essentiel. C'est-à-dire que pour partir peut-être du centre-ville, pour rallier le site d'Info TV, il y a trop d'embouteillages parce que les routes sont en chantier, d'autres sont barrées, ainsi de suite. Sur la question des routes, que propose ton candidat? Sur la question de la sécurité, vous avez lu sur Internet, cette mi-journée, un patron des médias qui a été menacé du côté du littoral. Que propose le candidat sur les questions de sécurité? On ne voit personne, Jean-Jacques. Ils sont les premiers à se plaindre et dire que telle chaîne est partisane, tel journaliste RDP, parce que ils sont les premiers à nous taxer, à nous délivrer des cartes de parti, au sortir des plateaux de télé. Mais ils sont où pour venir parler? Est-ce que Info TV a demandé à quelqu'un de payer pour passer? Jamais. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ouais. Voilà. Jamais. Voilà. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce que le ton n'est pas libre sur le plateau de Jean-Jacques Zé? Pourquoi les gars préfèrent plutôt faire le show? Là, il faut interroger le fond. Il faut interroger le fond. Est-ce qu'ils ont été préparés justement à défendre les visions et les projets? Tout le monde est autour du président sans travailler pour le président. Oui. Que les gens se font plaisir à marcher dans le cortège du président. Je suis avec tel, je suis avec tel. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ouais. Vous êtes un acquis. Vous êtes avec lui. Mais vous devez l'aider à aller à la conquête des électeurs. Pour le faire, il faut avoir sa vision. Ces projets, c'est quoi? On a vu des alliés de dernière minute venir sur les plateaux de télé et ne même pas maîtriser le programme. Proposer même le programme qui n'a pas abouti parce qu'ils n'ont pas eu les 32 millions de cautions. Donc ils profitent d'être alliés pour venir défendre ce qu'ils auraient dû défendre s'ils avaient été candidats. Donc je pense même que c'est de la malhonnêteté, même si quelqu'un dirait, Paul Stéphane qui est un expert de questions, peut parler des calculs politiques, mais parfois les calculs doivent être fins. C'est-à-dire qu'on peut quand même se fondre dans la masse, de temps en temps glisser une phrase de son programme, mais pas venir récupérer l'espace consacré au candidat allié pour commencer à dérouler son programme. Le candidat allié est surpris. Parce qu'après, ils vous disent que ce type a parlé de quoi là-bas. Mais c'est vous qui l'avez envoyé. En tout cas, c'est vous qui l'avez envoyé. Et le gars a profité de l'espace pour vendre ce qui lui est propre parce qu'il ne maîtrise pas le programme de l'autre. Il est venu pour faire foule, pour dire qu'il y a désormais 3, 4, 5 partis qui accompagnent tel candidat. Ce n'est pas le plus important. Vous l'accompagnez pourquoi? Sur la base de quoi? Et quelles sont les réponses qu'il fait sur des questions pertinentes? Mais sur la sortie du Conseil national de la communication, Joseph Tchibonkem Kalabousse constate que les médias accordent un peu trop de place au RDPC. Je ne sais pas de quel média il parle. Voilà. Peut-être il n'a pas eu le courage de citer ce média-là. Il y a un consoeur de Canal 2 qui a fait un post pour dire est-ce qu'il ne sait pas quel est le média? Pourquoi il n'a pas cité? Justement, je ne sais pas. Avant qu'il quittait le média en question 6 mois après pour devenir président du conseil. On n'a pas dit ça. Moi, je l'ai dit. Moi, je ne sais pas de quel média il s'agit. Il quittait le média 6 mois après sa retraite pour devenir président du Conseil national de la communication. Donc, il faut la même verbe avec laquelle il sanctionne les médias privés, il devrait même faire Alors, sortir. À quel niveau, Paul Stéphane, on inscrit cette observation du Conseil national de la communication? L'observation par rapport aux médias? Par rapport aux médias et la surmédiatisation des activités du RDPC. J'ai envie de dire que le président du Conseil national de la communication, il connaît le média, il connaît à qui il s'agresse en réalité. Et il connaît le média là, parce que déjà, les populations elles-mêmes l'ont observé. Oui. Si vous faites un fact-checking sur Internet, vous allez voir que plusieurs Camerounais ont décrié justement la surmédiatisation de ce parti politique au sein de cette chaîne en réalité qui appartient à tous les Camerounais. Et c'est dommage que justement le CNC ne puisse pas prendre le taureau par les cornes, parce que si ça avait été un média privé, il aurait nommé ce média et il aurait même peut-être sanctionné les journalistes concernés. Donc je pense qu'il doit prendre ses responsabilités et assumer simplement sa casquette et réguler simplement. Parce que si je prends le cas de notre émission, moi, de ce que j'observe, nous faisons la part belle à tous les partis politiques. Oui. Et tous les partis politiques qui nous donnent leurs informations, nous relayons leurs informations. Tous les partis politiques qui sollicitent participer à cette émission
participent à cette émission et ont le même temps de parole. Absolument. Donc, je veux simplement dire au président que c'est bien déjà d'avoir fait la remarque, mais c'est mieux de nommer le média, les droits au but, justement, et sanctionner les responsables qui sont à la tête de ce média-là. Alors, découvrir justement l'actualité des candidats à cette élection présidentielle sur le terrain. Où sont-ils? Que font-ils? Que rencontrent-ils sur ce terrain, Norbert Baudé? Cette revue de l'actualité par celui-là que la régie nous a décidément, Karbal Lebi, l'infatigable, qui revient de Bamenda d'hier. Il a marqué une escale du côté de Konsamba dans le Mongo. Il a mis directement le cap dans le nord où il tenait ce 3 octobre un meeting de ce côté-là. Nous restons dans le septentrion pour parler du déploiement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est vrai que ces capitaines sont déjà déployés dans les 360 arrondissements coin du Cameroun. Mais il a annoncé pour ce samedi du côté de Maroua, lui, c'est le président Paul Biya, le candidat sortant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si jusqu'ici, on n'a pas de communication officielle sur la question. Un autre qui, lui, est déjà sur le terrain, également dans l'extrême nord, c'est Joshua Nabangui aussi, candidat du Social Democratic Front, qui est dans l'extrême nord. Sa caravane se déploie depuis ce matin dans les localités de Yagua, Touloum, Kayele et Mokolo. Parlant justement de Kayele, il y a un fils de la Benoué qui est dans le septentrion depuis quelques jours. Lui, c'est Bello Bouba Maïgari, après Guidé. Hier dans le nord, il est depuis ce matin du côté de Kayele dans l'extrême nord. On redescend un peu plus au sud pour parler de Samuel Iram Iyodi qui met le cap demain samedi dans le Mongo du côté de Konsamba avant Tiko et Boya dimanche prochain avant de revenir dans le littoral. Une candidate qui est la seule d'ailleurs en liste qui est dans le littoral depuis ce 3, c'est Thomas Eno Damjoya, la candidate de l'UDC, sera demain à Douala. Elle va tenir un grand meeting de ce côté-là. Lui, il est décidément également l'un des infatigables en liste à cette présidentielle. Lui, c'est Issa Chiroma Bakari. Il rentrait de l'extrême nord hier. Il vient de tenir un meeting du côté du lycée de Tinga, ici même à Yaoundé, où il a levé pas mal de foule. Le candidat de FSNC met également le cap demain sur Douala, métropole économique. Et Limbe, samedi prochain, Jacques Bouga Agbe, qui sort désormais de sa torpeur, candidat du MCNC, tient son meeting à la place des fêtes de Bafan dans la région de l'Ouest. Pierre Kouemo également a marqué une escale du côté du littoral, à Douala précisément. Il met le cap demain samedi à Bafoussam. Il va faire le tour également du littoral, le Mongo, avant de sillonner à nouveau la métropole économique. Voilà un peu ramassé Jean-Jacques. Les actualités des candidats déployés sur le terrain. Jusqu'ici, on n'a pas peut-être les traces de Serge Espoir Matomba. Avant le cours de l'émission, on aura l'actualité. On sait que hier, il était du côté, il était en route pour le sud. Est-il arrivé? Est-ce qu'il a marqué une escale à Yaoundé? On n'en sait pas trop. Dans tous les cas, on espère avoir le représentant du PURS sur le plateau, Guégim Bougé, qui est naturellement attendu, qui a été désigné pour prendre part à ce programme, qui ne nous a pas encore rejoint. L'actualité du RDPC va se bousculer dans la région de l'Est avec l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement en renfort. Il devrait arriver dimanche à Bertois et puis lundi un méga meeting qui va quelque peu changer la programmation de la tournée du chef de la délégation permanente régionale sur le terrain. Ça va bousculer le programme des méga meetings de Yokadouma et d'Abomban. Il parle d'un renfort de taille, l'arrivée du Premier ministre sur le terrain qu'on a vu avant le début de la campagne électorale. Hein, Paul Stéphane avec inauguration à gauche, inauguration à droite. Il est d'une façon ou d'une autre sur le terrain de cette campagne électorale. Oui, il est sur le terrain de cette campagne électorale et on a l'impression que sur le plan stratégique, ils avaient conservé l'inauguration de certains projets justement pour la campagne. C'est l'impression qu'on a. Question justement... Parce que les électeurs, généralement,
il vote en fonction de ce qui vient de se passer. C'est la stratégie. Justement, pour qu'on ait justement l'impression qu'on a trop travaillé, on garde justement certains projets et on les inaugure à la veille de la campagne. Parce qu'il se murmure hein, lorsqu'on annonçait par exemple la descente de Paul Biya à l'Est, qu'il pourrait inaugurer le barrage Lompanga, qui est quand même opérationnel depuis longtemps, un vieux projet. Mais il pourrait le RDPC s'est capitalisé tout en grandeur avec l'espérance. Quelque chose. Donc quand vous observez quand même ça, vous avez cette impression-là, c'est qu'ils veulent s'appuyer justement sur certaines réalisations pour pouvoir justifier ou alors amener certains citoyens à renouveler le bail. Et j'ai envie de dire que ce n'est que de bonne guerre, parce que parfois on le dit, mais on oublie aussi que pour conserver le pouvoir, généralement, on utilise généralement les moyens qu'on a en sa possession. C'est vous qui cherchez à conquérir le pouvoir, c'est à vous également de développer des méthodes qui vont vous permettre de conquérir ce pouvoir-là. Donc, pour moi, je veux... Ça aurait pu être donc comme slogan les grandes inaugurations. Peut-être que ce... les grandes inaugurations. Parce qu'il y a quand même les grandes réalisations, il y a les grandes opportunités, mais après les réalisations, il faut bien inaugurer. Oui, bien sûr. D'accord. Effectivement. Donc, pour moi, je pense que le Premier ministre est dans son rôle. Parce que en dehors d'être Premier ministre, il est d'abord militant du Rassemblement démocratique du peuple. Le ministre des Finances a inauguré à Abomba l'hôtel des finances d'Abomba. Il était le porte-parole de l'élite avec l'écharpe du parti. Exactement. Donc, il était même en oubli. L'occasion a fait le larron. Cette inauguration qui intervient en pleine campagne électorale, le RDPC a capitalisé. Exactement. Et n'oubliez pas que le Premier ministre vous a dit qu'il était les jambes du président. Ouais. Ça veut dire beaucoup de choses et il est... Il a encore l'énergie nécessaire. Exactement. Et il avait pensé que les jambes c'était le SGPR. Non, il nous a dit qu'il est les jambes du président. Ça veut dire que... il n'y a pas de délégation pour les jambes, il y a une délégation pour la signature. Serge Pokam, il est du SDF, le Social Democratic Front. Bonsoir Serge, bienvenue. Merci, bonsoir Jacques, bonsoir aux autres panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui restent fidèles à la chaîne Info TV et à votre émission. Comment se passe la campagne électorale dans le SDF? Oh, très bien. Depuis samedi, la campagne a été lancée et suit son bonhomme de chemin. Après l'ouverture à Bamenda, avec le résultat positif que nous avons observé, a suivi dans le sud-ouest à Kumbo. Et la caravane du Tierman a sillonné plusieurs coins et recoins, déjà de Konsamba, Mbanga, Bafambati et consorts. Et aujourd'hui, il est du côté, comme l'a dit Monsieur Norbert Baudé, il est du côté du Grand Nord où il fera pratiquement 3 jours avant de revenir dans le centre où nous avons également des pôles où le Cross Rally va l'accompagner dans certains meetings et également ceci jusqu'au grand meeting à Yaoundé de vendredi, puis celui de Douala le samedi où la campagne sera clôturée, bien sûr. Son fief. Donc, présentement, la campagne se passe très bien. Il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de blocage particulier pour ce qui est du SDF. Non, s'il faut parler de blocage, nous en avons. Il faut déjà citer souligner cette sortie malheureuse que nous avons observée du côté de Nkonsamba où les forces de sécurité sous l'ordre du sous-préfet ont empêché tout rassemblement d'un quelconque candidat de l'opposition, si ce n'est celui du parti au pouvoir. Cela est à regretter, à décrier avec la dernière énergie, parce que c'est pas un acte républicain. Nous sommes dans une campagne électorale, pour une élection présidentielle où chaque candidat est censé doit avoir les mêmes espaces, doit travailler sur le même terrain que les autres. Et il me souvient, le ministre de l'administration territoriale faisait bien lors d'une de ses sorties de demander aux candidats de faire parvenir aux autorités compétentes leur programme pour que ceux-ci assurent la sécurité. Nous sommes donc surpris de savoir que au lieu d'avoir cette sécurité-là, que nous sommes plutôt empêchés de tenir nos meetings. Pourtant, avant l'ouverture de la campagne, le directeur de campagne, le deuxième vice-président, le docteur Louis-Marie Capdeux, a fait circuler dans tous les médias, tous les responsables où il fallait le programme le programme politique, le programme de campagne du chairman. Pour dire en principe, à ce jour, je dis n'importe quoi.
mercredi par exemple, c'est un programme que je suis, mercredi par exemple, le chairman sera après son séjour dans le Grand Nord, va faire un passage à l'Est. Par exemple, à ce jour, nous savons où il sera. Nous savons l'itinéraire que son convoi va prendre. Les autorités en place sont informées, ont reçu justement ces informations-là. Donc il est assez curieux de savoir que malgré la force qu'on a, qu'on dit avoir, malgré comment dirais-je, la masse électorale qu'on dit avoir, qu'on se retrouve encore en train de se rabaisser à de telles pratiques antidémocratiques. Je pense que c'est à regretter. Merci Serge Pokam d'être sur le plateau. Réaction de Bouba Aboubakar de l'UDC. Il nous envoie rapidement 2 ou 3, 4 photos. Ça veut dire qu'il nous a écoutés. L'UDC actuellement à Sombo. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont à Sombo. Vous voyez que le message est passé. L'UDC est à Sombo. C'est sur l'axe lourd. Douala Yaoundé. Voilà, Madame Tomaino. Madame Joya est donc en route pour Douala. Il y a la foule. Si on s'en tient aux photos qui viennent de nous parvenir. C'est dans les téléphones. Dans l'opinion d'être au courant. Et comme on est transparent, on va essayer avec Parfait Zambo de montrer ces photos de Sombo. La salle d'Amalis. On va essayer de on vous sait d'être très galant, Jean-Jacques. Cela, non, on ne peut pas. Voilà. D'accord, je crois que les photos sont en train d'aller vers la régie. Vous voyez que le travail, il faut être sur le terrain de cette campagne électorale. Docteur Aïssi, Yves Patrice tient le discours des bienvenus. Sombo fait partie de l'arrondissement de Dibang. Vous avez mis O, c'est pas Dibango. Non, peut-être une pensée pour le grand Mano Dibango qui nous a quittés en mars 2020. Et puis Sombo, il y a de cela quelques années, recevait régulièrement des artistes dans le cadre de la campagne de prévention routière. Avec Feu, Coty François et les autres. Donc, voilà, les images de Sombo sont là. Si on va utiliser, c'est votre appareil photo, c'est pas nous. C'est votre appareil photo. Mais l'essentiel est là pour présenter la présence sur le terrain de Tomaino Ndam Njoya. Merci Bouba Aboubakar pour cette réaction prompte. Alors quelques réactions également. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vous. Le manque de communicants pour défendre les programmes des candidats à la présidentielle au Cameroun est le résultat d'une combinaison de partialité des médias publics, de restrictions réglementaires, de faiblesse du militantisme structuré et de défis liés aux nouvelles modalités de communication. Il y a certainement un véritable travail à faire par les médias privés qui ont toujours un penchant vers le pouvoir. Finalement, tout le monde est coupable. Ce qui frustre peut-être les différents candidats. Parler des candidats qui sont sur le terrain et non de leurs représentants. C'est une élection présidentielle, Tony de Nice, du côté de la France. Réaction de Tony sur les points qu'il évoque. La partialité des médias publics, on n'en parlera pas, ça ne nous concerne pas. Je sais que sur les médias publics, il y a une réglementation qui, en principe, établit les temps de parole. Si ce n'est pas respecté, il faut dénoncer. Il parle également de restrictions réglementaires, c'est de cela qu'il s'agit, de faiblesse du militantisme structuré. Là, c'est important. Faiblesse du militantisme structuré, et là, le politologue a un mot à dire. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais au départ, parce que, et on s'était rendu compte de cela, effectivement. Qui est militant? Quand on formait les communicants du FDC, on leur a fait comprendre qu'il y a une différence entre un militant et un sympathisant. Il y a une très grande différence. Quelqu'un peut sympathiser sans militer. Or, un militant a des obligations, notamment faire la propagande politique de son parti politique. C'est un élément fondamental. C'est le militant qui a la responsabilité de me faire connaître le programme de M. Tiroma. Oui. C'est le militant qui a la responsabilité de me dire ce que le programme dit par rapport au chômage. C'est la responsabilité du militant. Le militant a également la responsabilité de contribuer sur le plan des ressources. Or, il ne reçoit aucun salaire. Donc, vous voyez que, en réalité, sur ce point, il a raison. Les militants ne sont pas véritablement structurés. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on est dans un parti politique. Oui. Peut-être on se retrouve dans un parti politique à cause, j'ai envie de dire, d'un effet de domino ou un effet de contagion,
Parfois, on se retrouve dans un parti politique parce que c'est un ami. Parfois, on se retrouve dans un parti politique parce que le monsieur parle bien. Parfois, on se retrouve dans un parti politique à cause de la fibre communautaire. Voilà autant d'éléments. On ne se retrouve pas généralement dans un parti politique en Afrique et au Cameroun par conviction idéologique. Parce que quand on s'y retrouve par conviction idéologique, on est capable de faire la propagande idéologique, même si on nous réveillait à 1 heure. Parce qu'on récite l'idéologie au bout des doigts. Et j'ai envie de vous dire que même au parti au pouvoir, parfois on a des communicants qui ne connaissent pas l'idéologie. C'est vrai. Du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'ailleurs c'est vrai. Exactement. Parfois vous demandez à un communicant quelle est l'idéologie de ton parti politique. Il est incapable de vous donner l'idéologie de son parti politique. Il est incapable de vous décliner les grands axes du programme de son candidat. Mais il se dit quand même communicant. Voilà l'une des raisons. Et surtout, avant d'être communicant, il faut être militant d'abord. Militant d'abord. Communicant n'est pas l'impresario, c'est pas justement, c'est pas le baptême de il arrive, c'est le grand, c'est le chaud, c'est le beau. Là, on n'est pas militant. Justement, justement. Et c'est donc à ce niveau, justement, que il a également raison. Parce que la communication pendant la campagne électorale est structurée. Oui. Elle ne se fait pas de façon désordonnée. Ça veut dire que si vous n'avez pas une certaine maîtrise en réalité, au lieu de venir, j'ai envie de dire quoi, permettre à votre candidat de pouvoir conquérir l'électorat, vous pouvez faire en sorte que l'électorat se désengage même de votre candidat parce que vous avez mal communiqué. Donc, il faudrait donc que les partis politiques intègrent cela et qu'ils apprennent à préparer leurs communicants et qu'on ne fasse plus le recrutement des mercenaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de mercenariat. Il vous arrive de rencontrer un ancien collègue, un ancien ami, qui est sous le manteau de communicant, sous la casquette de communicant d'un parti politique. Il dit, mon frère, tu es là-bas. Quelles ont été les étapes? Les étapes, c'était quoi pour arriver à être communicant d'un parti politique? Jean-Jacques, quelqu'un a appelé certains des boutiquiers politiques. Vous savez, quand vous entrez dans une boutique, vous êtes là pour un article quelconque. Il y en a qui veulent un morceau de pain, l'autre un morceau de savon, l'autre une bouteille d'huile, ainsi de suite. Donc, il y en a qui rejoignent les rangs des partis politiques pour se positionner. Parce qu'ils se disent que peut-être s'ils font le show, s'ils se font remarquer dans un coin ou dans un village, on peut les coopter. On a vécu des scènes même pendant la période des championnats de vacances, où certains leaders de partis politiques étaient cooptés pour rallier certaines formations politiques. Donc, il y en a qui sont dans certains rangs de partis politiques pour faire un peu le chantage et se faire remarquer. Donc, chacun il va avec sa carte. Il y en a qui pensent au concours. Hein. Oui, bien sûr. La carte du parti. Bien sûr, il se dit que bon, il y a déjà trop de foule là-bas. Il faut que je me fasse remarquer. Il commence donc à peindre tout en noir. Il commence à critiquer tout. Il commence à être désagréable. Alors, la stratégie, c'est quoi? Pour que le gars n'embête plus, pour qu'il ne soit un peu plus le fou du village qui vient jouer les rabat-joie, on le copte donc. Donc, n'allez pas lui demander d'aller parcourir l'idéologie du PCRN, du RDPC, du FNC, de l'UDC et autres. Ce ne sont pas ces oignons là-bas. Ces oignons, c'est que qu'est-ce que moi je gagne derrière? Peut-être on lui a soufflé que non, il y a quelques places. Donc il y a des communicants qui versent dans le malpartisme. Qui sont dans la saison des mangues. Bien sûr. Quand on se coule l'argent, genre, qu'elle soit mieux ou non mieux, il y en a qui choisissent les noms de façon globale, il a vous parlé en professionnel, l'autre en politologue, on aura observé quand même une grosse faiblesse au niveau de la défense des projets tel que on l'observe sur les plateaux par les communicants. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous avez parfaitement soulevé un point essentiel. Le problème majeur n'est pas l'indisponibilité des communicants, mais leur manque de maîtrise du projet de société. Trop souvent, les équipes sont sélectionnées pour leur aisance verbale, sans réelle connaissance du fond. J'ai d'ailleurs intégré récemment un forum de communication d'un parti politique et j'ai aussitôt constaté cette lacune. J'ai alors proposé qu'un programme de formation soit mis en place pour permettre aux communicants de s'approprier véritablement le projet du parti. Car bien communiquer, c'est avant tout bien comprendre ce que l'on défend. Je crois que le message est clair. Bonsoir. Moi, je crois que l'absence des communicants et des partis
le communiqué des partis politiques sur les antennes se justifie par le fait qu'à la dernière minute, il y aura coalition autour d'un candidat de Gonzague, de Abedi. Et que vraiment, donc, personne ne veut s'engager dans l'affaire-là. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Bonsoir, Jean-Jacques, et très bonne émission. Dites à vos panélistes de laisser, de réclamer le programme des candidats. Les 90% des votants du Cameroun n'en ont rien à foutre. Le RDPC n'a jamais été voté pour son programme, puisque sur le terrain, ils n'ont jamais rien respecté. Pour eux, le peuple est un bétail électoral. Si les Camerounais veulent le changement, qu'ils copient les voies et moyens des autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, le Burkina Faso, parmi tant d'autres. Ça veut dire que là-bas, personne ne parle de programme, c'est ça? On suit seulement que les Camerounais laissent de dire qu'ils veulent voir leurs enfants grandir dans la misère et après mourir dans la même misère. Achille, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, qui semble dire, est-ce que ce n'est pas un construit qu'il faut détruire, faire croire que les gens ne s'intéressent pas au programme? Ils veulent le changement. Point. Justement, c'est un très mauvais discours, parce que si on prend même le cas du Sénégal, j'ai envie de vous rappeler que ce qui a amené la jeunesse sénégalaise à soutenir Sonko et Diomaye Faye, c'est parce qu'ils avaient un programme de rupture. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient jeunes. C'est parce que le programme parlait au peuple sénégalais. J'ai l'habitude de dire... au Gabon, hein. J'ai l'habitude de dire aux gens, et là je vais être un peu plus dur, peut-être avec l'opposition, le jour qu'un candidat de l'opposition va proposer un programme de rupture, les Camerounais vont s'aligner derrière lui. C'est parce qu'on a l'impression parfois que c'est du réchauffé qu'on nous sert. Parce qu'en réalité, tous nous servent la même chose. Il y a des questions sur lesquelles personne ne veut rentrer en profondeur. Tous restent au niveau des problèmes conjoncturels. Personne ne rentre dans les problèmes structurels. Personne ne vous dit que il faut que le Cameroun ait une langue. Personne ne vous dit avec fermeté, surtout les candidats qui sont populaires. Personne ne vous dit avec fermeté que il faut que, par exemple, le Cameroun ait soit sa monnaie, soit une monnaie binaire. Tout le monde reste... Olivier Billet qui nous a proposé le Camer, il n'est pas candidat. Tout le monde reste là à vous dire, tout le monde reste là à vous dire, je vais créer 150 000 emplois, je vais augmenter le SMIC. Mais j'ai envie de vous dire que si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes structurels, quand vous allez arriver, les premières années, vous allez résoudre les problèmes conjoncturels, mais 5 ans après, les mêmes problèmes vont vous rattraper parce que vous n'avez pas attaqué la structure politique. Et c'est donc la raison pour laquelle au Sénégal, ces jeunes ont été portés. Tous les pays qu'il a cités, c'est à cause justement de l'incarnation de la rupture. Donc, moi, j'ai simplement envie de dire que le dire même en réalité aussi, c'est vouloir faire penser aux gens que le peuple camerounais serait un peuple moutonnier, un peuple qui ne raisonne pas. Serge Bokam, vous lisez ces critiques des Camerounais qui pensent qu'ils ne veulent même pas vos programmes-là, ils veulent le changement et que d'aucuns disent que les candidats n'en parlent même pas. Est-ce que c'est ça? Je ne parlerai pas des autres candidats, je parlerai du candidat de social-démocratie. Tout naturellement, on comprend. Il faut dire avant, juste après le congrès ordinaire du social-démocratique Front en octobre 2023, le net qui a suivi, c'est-à-dire celui de décembre 2023, a demandé au chairman de faire un tour, de faire le tour du Cameroun comme le faisait d'habitude le défunt chairman Ni John Fundi, ce qu'il a fait. Donc il a pris avec son équipe, il a fait le tour des 10 régions, le tour des 58 départements où il rencontrait les populations, où il causait les populations pour savoir réellement quel est leur problème. À l'issue de ce tour, un programme politique a vu le jour, présenté au comité exécutif national avec des amendements. Et après ce programme adopté, le comité exécutif national a demandé au chairman de rentrer encore sur le terrain. Ça veut dire, aujourd'hui, la population vous dit quelque chose, il faut bien leur présenter la proposition que vous
que vous apportez aux problèmes qu'ils ont posés. Maintenant, est-ce qu'ils se reconnaissent dans cette proposition? Alors, est-ce que cette tentative de solution répond réellement à leurs problèmes? Un deuxième tour du Cameroun de 58 départements a été fait à nouveau pour présenter à nouveau les propositions que le SDF propose apporter pour résoudre les différents problèmes des Camerounais chacun dans sa localité. Il y a des endroits où il y a eu des améliorations, des amendements et autres. C'est comme ça que nous partons pour sortir enfin avec le projet de société que nous avons aujourd'hui. Alors, lorsque ce projet de société est sorti, il fallait bien le baptiser. Quel nom allons-nous donner à ce projet de société? Et on s'est rendu compte que dans presque tous les départements, dans presque toutes les zones où le chairman a rencontré, s'est entretenu avec les populations, beaucoup lançaient toujours ce slogan de ce qu'il faille qu'ils soient sauvés. Il faille qu'on leur enlève de cette précarité auquel le système leur a plongé depuis autant d'années. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait sauver le Cameroun. D'où le nom de baptême de notre projet de société, Sauvons le Cameroun. Alors, c'est dans la somme des réflexions, la somme des rencontres avec les populations qui nous donne donc de sortir avec ce programme politique. Et ce que nous faisons depuis la présentation du programme politique à la presse, au siège régional du centre, nous communiquons ce que nous faisons lorsque nous recevons des invitations comme celle d'aujourd'hui dans les médias, c'est justement présenter ce programme de société aux populations, afin que chacun puisse se reconnaître quelque part, parce qu'il est clair que les problèmes que rencontrent les populations du Nord-Ouest ne sont pas forcément ceux que rencontrent les populations du Sud ou je ne sais pas trop quoi. Donc chacun dans la zone, dans la région ou dans la localité qu'il est, doit pouvoir se reconnaître dans les propositions que nous apportons pour améliorer le système, les conditions de vie des Camerounais. Alors, ce qu'a dit le téléspectateur, je ne sais, je ne peux pas le qualifier, mais je pense qu'il se trompe quelque part. Parce que si les populations ne s'attardaient pas au programme politique, je vous assure, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si je suis le juge, justement, c'est parce que je pense que j'ai un programme politique porteur et donc je dois vendre aux populations. Et je connais les populations assez attentives et responsables au moment où il faudra réagir. Alors, vous allez nous vendre le programme du SDF pour ce qui est de la lutte contre la vie chère. Profitez de l'espace. Si les autres ne sont pas venus, profitez-en à fond. Alors, bonsoir, monsieur Zé. Les candidats sont sur le terrain, au contact de l'électorat. Il est tout à fait normal que leurs chargés de communication vendent leur programme au niveau des médias. Par ailleurs, je pense que le sujet de l'environnement et la gestion des déchets doit être traité par les candidats. Bien à vous, Patrick, de Strasbourg, du côté de la France, ouais, qu'il a envie d'écouter ce que les candidats disent concernant les questions environnementales et le traitement des déchets. Oui, bonsoir au plateau. Kaba, lui, propose une monnaie et une langue nationale. D'accord, complétez avant l'information. La monnaie, là, elle va s'appeler comment? et la langue nationale sera laquelle? Bonsoir le panel, c'est pour le communicant du RDPC sur le plateau, il n'est pas là. Ils nous ont dit que Paul Biya a pris sa campagne en main. Il est où depuis? Il est revenu de Marois, il sera à la Léquier-Kang, qui mieux que le candidat lui-même pour communiquer sur son programme politique. Que ces gens laissent le père de Brenda aller se reposer au village Emmanuel Nomombala, militant du changement. Et c'est un parti militant du changement qu'Emmanuel avait prévu sa question. Quel que soit le représentant du RDPC qui allait être là, il a demandé que mais il est où? Et, bonsoir monsieur Zé, je suis très d'accord avec les analyses de Paul Stéphane. L'opposition ne nous propose pas des programmes de rupture. Les problèmes sociaux comme l'homosexualité. Personne ne veut dire fermement ce qu'il compte faire de ce fléau au soir du 12 octobre. Et c'est dommage. Gauthier, depuis Mendon à Yaoundé, Gauthier dit que vous n'avez encore rien dit sur l'homosexualité. Que dit le président Joshua aussi sur la question de l'homosexualité? Ok, je vais m'inspirer tout simplement d'une de ses sorties dans un média concurrent au vôtre. Oui. Cette question lui a été posée et certains faisaient de tirer sur le SDF disant que le SDF n'a jamais pris position. Et il me souvient à la réponse à cette question au journaliste, il a fait de rappeler une chose et je me suis retrouvé à l'intérieur. C'est qu'il est chrétien,
presbytérien, moi je suis chrétien évangélique, il est chrétien presbytérien, et de manière catégorique, nous rejetons l'homosexualité. Voilà. Nous pensons que Dieu n'a pas été bête de créer hommes et femmes, et il faut justement que nous restons dans cette logique-là. Voilà pourquoi l'homosexualité n'entre pas dans le... Du moins, ce n'est pas un sujet auquel nous devons débattre. Je pense que le Très-Haut a déjà tranché là-dessus. Un homme, une femme. Le reste, c'est de la distraction. C'est clair. Pour ceux qui veulent les réponses concrètes, merci beaucoup Serge Pokam pour ces réponses. Bonsoir le plateau. C'est pas vrai ce que dit M. Moununga et ça participe à la contre-campagne de l'opposition tout entière. Car Cabral Libi propose un projet inédit de rupture au Cameroun basé sur le fédéralisme communautaire. Deuxièmement, Serge Espoir Matomba propose qu'on sorte du français et de l'anglais pour une nouvelle langue, par exemple. Il est encore en train d'énumérer pour dire qu'il y a quand même des propositions qui sont faites. Ouais, pourquoi on souhaite que les communicants de ces partis viennent clairement l'indiquer sur nos différents plateaux concernant la présidentielle. On va aller en kiosque maintenant. Quel est le regard de la presse sur la campagne électorale? Norbert Baudé rendu à ce jour. Une transition et puis on retrouve Norbert pour le parcours de la presse. Allons-y dans les kiosques. Norbert est déjà installé. Le regard de la presse. Oui, la presse est assez locale sur la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre, comme elle va sur le terrain. Nous avons justement cette revue de presse par le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui parle de la présidentielle et l'extrême nord qui est au centre des enjeux pour son poids démographique et son important vivier électoral. La région est particulièrement courtisée, en jugé par les présidents des candidats dans cette région du Cameroun. La région est particulièrement courtisée pour le scrutin du 12 octobre prochain. Le président candidat Paul Biya va y affronter non seulement ses ex-alliés, mais aussi tous les autres adversaires qui savent que leurs performances obtenues dans cette partie du pays sont décisives. Nous quittons le quotidien à capitaux publics pour un quotidien à capitaux privés, le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, qui nous présente là, dans un dossier spécial, les 7 plaies de l'extrême nord, dont les candidats qui partent quérir l'électorat de ce côté-là doivent impérativement soigner ces 7 plaies. La nouvelle expression en kiosque aujourd'hui pense que avec le slogan grandeur et espérance, le président candidat Paul Biya confie son peuple à Dieu, tout simplement. Le quotidien privé Mutation en kiosque aujourd'hui nous remet au centre de cette querelle qui est un peu un bis repetita après l'univers brouillé en 2018 entre Cabral et Nkouvondon. Voici venu l'univers bruyant entre Akere Mouna et Nkouvondon au sujet justement de la candidature de l'Akere qui a rallié les rangs de l'UN. Les deux messieurs, ils jouent leur présidentielle à leur main. Donc il y a même un journal qui les a présentés comme des opportunistes, mais le quotidien Mutation pense qu'il s'agit d'un univers plutôt bruyant. Peut-être la Lune pour venir éclaircir les rapports entre les deux, à la Lune nous présenter le Moïse des temps modernes en super forme. Nous rappelons que le président Paul Biya est rentré de son court séjour privé il y a quelques jours et la Lune. L'affaire de Moïse là, j'ai fait débat. Hein. Oui. Le livre de Katimeba demandait et si c'était bien Moïse. Et au fond, la famille nous dit non. Il n'y a pas d'interrogation. Que l'histoire de Moïse, est-ce que ça se finit toujours bien pour ceux qui ont lu toute l'histoire de Moïse pour comparer Paul Biya à Moïse? Il y a toujours ce débat-là. Voilà. Sauf que l'autre a fait l'exégèse sur... il a enlevé l'interrogation en affirmant qu'il n'y a pas d'interrogation. C'est le Moïse camerounais. Oui, c'est un peu ce que la Lune nous sait à travers ça. Est-ce que Moïse est allé au bout de sa mission? Bon, nous attendons. Encore que nous sommes déjà plus de 40 ans. Donc Moïse est en route pour accomplir sa mission de manière définitive. D'accord, il est dans le Moïse des temps modernes. En super forme pour quérir l'électorat pour un point d'exclamation. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'exclame encore? C'est l'émotion, c'est l'émotivité. Ah, la lune. La lune. Nous revenons au groupe La Météo avec Info Matin en kiosque aujourd'hui, qui s'était également à cette présidentielle du 12 octobre 2021 avec cette exemplarité de l'intégration dans la Meufou et Afamba pour soutenir le candidat Paul Biya. Vous savez que le président de ce côté-là, c'est Luc Margoua Mbarga Tangana, qui est d'ailleurs secondé
commandé par Joël Koimo, opérateur économique qui réalise beaucoup de projets. C'est le premier grand cliché d'intégration. De ce côté-là. Oui. Donc voilà la matérialité de l'intégration du côté de la Mofwa Famba dans la région du centre. L'indépendant de Mars Pandio en kiosque aujourd'hui dit que à Yaoundé, si on n'est pas dans le blablabla, le président de section de ce côté-là, le maire Jarioki Onana, pose des actes concrets pour ce qui est de la candidature de son champion pour le 12, le 12 octobre prochain. Vous savez que l'autre est Moïse et l'autre est le maire de Dieu. Et il y a une similitude dans l'espérance pour développer certainement le Cameroun dans les prochains jours. Qui sait? Le flambeau, rien à voir avec le flambeau ardent. Le flambeau s'intéresse à cette campagne dans le maillot bagno. Je pense que nous sommes là dans la région Château d'Eau du Cameroun et parle là-bas d'une vitesse de croisière pour ce qui est de la campagne électorale. La mobilisation autour du président Paul Biya pour le 12 octobre prochain. Le témoin en kiosque aujourd'hui s'intéresse également à cette présidentielle et parler de l'Est qui est dans la dynamique de la grandeur et de l'espérance. Vous l'avez dit d'antan, on a inauguré l'hôtel des finances de ce côté-là à Bomban, se dote d'un hôtel des finances flambant neuf. On peut voir en photographie le ministre des Finances qui a inauguré le dit hôtel. On voit le patron politique de la région de l'Est. Je rappelle que après l'inauguration de cet hôtel de ville, le ministre des Finances a d'ailleurs été anobli par les chefs de la région de l'Est. Les chefs sont très inspirés ces temps-ci. Hein. Et ils trouvent toujours quelque chose. Les chefs sont inspirés. C'est l'espérance. Voilà. Nous quittons le groupe 5 pour revenir au groupe La Météo, avec la météo justement en kiosque qui s'intéresse au 100% du côté de Mengan. Là, nous sommes dans le département du Nyong et Foumou, dans la région du centre. Là-bas, les militants n'ont pas notre candidat dans leur esprit, c'est le président Paul Biya, tout simplement. Prospective nouvelle nous amène du côté du Grand Bam où René Emmanuel Sadji, le ministre de la Communication qui est en campagne de ce côté-là, mobilise les troupes pour le candidat Paul Biya le 12 octobre prochain. Du 50-50 au 100% maintenant. Oui, voilà, il s'est rattrapé, il était prudent maintenant. Il a levé le pied sur le frein, il accélère maintenant pour 100%, le 100%. Le messager en kiosque nous amène du côté du nord-ouest où le candidat du parti camerounais pour la réconciliation nationale vient d'ailleurs de se juger, c'était hier, et il dit en anglais « I'm not fit for get you ». C'est pas l'anglais. Bon, à no fit forget you. En fait, la traduction littérale, Cabral qui a écouté les concitoyens de ce côté-là, dit ne pas oublier les doléances de ces populations, dit d'ailleurs trouver une solution à cette crise qui perdure du côté du nord-ouest depuis bientôt 10 ans. Tu te souviens la chanson, non, de Kotobas? Oui. Bamenda. Qui célébrait la belle ville Bamenda d'antan. Voilà. Donc, il croit qu'il s'est inspiré de cette chanson de l'artiste Koto Bass. Le grand titre de Paul Désir Biya en kiosque aujourd'hui nous replonge avec la même photographie de tout à l'heure du flambeau à Bomban, où un pas de géant a été franchi pour la modernisation administrative et le développement régional. Je rappelle que le dit hôtel de ville est situé juste en face, hôtel de finances, juste en face de l'hôtel de ville d'Abomban, pour ceux qui se sont rendus de ce côté-là. L'info à chaud s'intéresse à un autre candidat qui draine des foules depuis qu'il est en campagne. Il s'agit de Issa Chiroma Bakary qui vient séjourner dans le Grand Nord. Il vient d'être à Yaoundé. Il est en route pour Douala et pour Limbé dans la région du sud-ouest pour des raisons de sécurité. Tous les stades qu'il a sollicités lui ont été refusés. Pour des raisons de sécurité, c'est entre guillemets. Voilà. Apprendre du quotidien de l'homme Magellan, quand ce nom pour comprendre de l'homme Magellan, il y a des séjours pas super au Cameroun, au Canada, donc il peut ne pas avoir certaines informations très faciles. Voilà. Donc, mais je crois qu'il a tenu finalement le meeting du côté du stade du lycée de Tinga. C'est pas le stade là-bas. Devanture du lycée. Devanture du lycée de Tinga. C'est même qu'il a perturbé les cours. C'était pleur avant qu'il n'arrive. Voilà. Donc, nous quittons l'info à chaud pour le drapeau. Le drapeau
nous replonge dans la polémique de tout à l'heure. Présidentielle 2025, le Conseil national de la communication renforce sa veille numérique. Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle 12 octobre prochain, le Conseil national de la communication présidé par George Boko Karaboux a replongé tout le monde dans le matériel informatique, et c'est au cours de cette sortie, au cours de cet événement, qui s'est prononcé sur la trop présence des meetings des RDPC dans les médias à capitaux publics. Nous terminons cette revue de presse avec un point, et c'est ça le point final, avec le journal Le Point qui parle du ré majeur pour ceux qui sont artistes et musiciens comme Paul Stéphane. On dit Mbanko Monkol Messi au télé, un ré majeur pour le candidat Paul Biya. Il est d'ailleurs annoncé de ce côté-là. Est-ce qu'il va tenir à son engagement du côté d'accord, non? Puisque certains communicants nous ont dit qu'il était annoncé à l'Est, il était annoncé à Kono, annoncé à Maroua, annoncé dans la Liké. Même si d'autres sont en train de le chercher. Il y a encore quelques jours. Dans tous les cas, ça fait 6 jours et sa campagne électorale s'est limitée jusqu'à présent à son retour. Bien sûr. Parce qu'il y avait les militants. Oui, il est rentré en très grande forme, la lune l'a dit. On a vu le maire de Yaoundé 3 au bord de la route. Hein, il s'est d'abord assuré qu'il y a les caméras. Il ne faudrait pas qu'on dise après que vous n'avez pas applaudi Jean-Jacques. C'est notre ami Lucas Ouna. Lui-même sur le terrain pour le passage du candidat. Merci pour ce tour dans les kiosques ce soir. Bonsoir à vous ici à Kribi, au quartier de Dombé. La banderole de campagne du candidat du SDF a été retirée, entre guillemets, merci de la prudence, à peine 24 heures après sa pause. Est-ce une pratique démocratique? Cyril de Kribi, on ne retire pas les banderoles des autres. Hein. Bon après-midi, bonsoir à vous. Alors on va prendre le début. Le politologue a justement relevé que les projets de société des partis d'opposition restent essentiellement réformateurs. Il propose des ajustements sur la base du système existant sans en questionner les fondements. Malheureusement, il se contente souvent de répondre à des problèmes conjoncturels au lieu de proposer des solutions structurelles durables. Résultat, ce sont des mesures palliatives qui n'apportent pas de transformation réelle à long terme. L'électorat intellectuel perçoit vite le manque de profondeur des projets politiques tant que l'opposition se limite à des solutions palliatives sans vision structurelle claire. Elle peinera à gagner sa confiance. Là, vous êtes d'accord, Paul Stéphane, avec cette réaction. Bonsoir, une fois de plus. Cabral Libi est un... Non, on n'utilisera pas les mots comme ça. Il ne peut pas être opposant et aller à Bamenda sous une escorte policière aussi forte. C'est un pion du système, tout comme Bello Bouba. Ouais, donc c'est ça le problème. Il faut que l'escorte soit forte pour tous les candidats lorsqu'ils vont dans des zones à risque. Ce n'est pas une question... qu'il n'y a pas l'escorte à Douala, Bonsoir le plateau. Concernant la surmédiatisation apparente du RDPC, je crois que cela pourrait s'expliquer par sa stratégie de mobilisation. Le RDPC organise un grand nombre de meetings simultanés touchant de multiples communes dans la même journée, ce qui n'est pas le cas pour les autres partis. Cette fréquence élevée de dispersion géographique crée naturellement une présence médiatique plus dense. À l'inverse, d'autres partis se concentrent sur un événement majeur unique dans une seule ville à la fois. Cette différence d'approche logistique et stratégique a un impact sur la visibilité médiatique globale. Charles Vondo, depuis Strasbourg, qui n'a pas également évoqué les moyens, parce que pour avoir une équipe partout, sur 360 communes, ça pèse. Ça pèse. Et certains semblent avoir les moyens. Il y en a qui s'attachent, les services des médias publics, ou des équipes affectées spécialement, pas aux candidats, à des élites fortes. Bien sûr. Ils dorment dans leur village, ils se lèvent dans leur village. Il faut préciser que c'est Jean-Jacques qui m'a amené. Voilà, c'est important. C'est Paul Stéphane. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire un mauvais reportage. Dans le reportage, il faut préciser, il faut montrer quand il va farouter, il faut montrer quand il a fait le discours, quand il allait danser avec les femmes, bien sûr. Et ainsi de suite. Jusqu'au buffet, Bonsoir Jean-Jacques C. Je suis désolé, votre consultant qui dit
que les opposants n'ont pas de projet de rupture doivent bien lire leur projet de société, car ils trouvent des réponses dans le programme du PCRN et celui du SDF, pour ne citer que cela. Cyril Kiek à Beyek depuis Douala. Kiek à Beyek depuis Douala. Je vous invite encore à les lire profondément les programmes Bonsoir, le Grand Soir, spécialement consacré à l'élection. Quel est le pourcentage de l'électorat qui sait pourquoi il vote? Pire encore, les termes conjoncturels et structurels. Merci. Que le politologue sur le plateau soit un peu sérieux par rapport à ses propos vis-à-vis des partis politiques. Beaucoup évoquent ces problèmes conjoncturels et structurels. Jean-Paul de Yaoundé, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Cette campagne me laisse découvrir des choses. Il y a 2 journalistes que jusqu'ici n'étaient pas, à ma connaissance, membres de l'UMS. Je les vois mouiller le maillot sur les plateaux de télévision. Wallahi, je connais tout lire, hein. Écrivez Wallahi, je vais lire. Wallahi, nous allons tout voir. Kalista, l'homme depuis Yaoundé, dit qu'il y a des journalistes. Il n'avait jamais su qu'il était de l'UMS, qui les voit désormais sur le sur le plateau. Allez, on va prendre une petite respiration et puis le représentant du SDF va nous démontrer et dérouler justement la vision du SDF. Sur la campagne électorale présidentielle, le point, côté fun de cette édition, chose vue, et un peu décalée, un peu décoiffée de cette campagne électorale, même si nos amis du CNC voudraient qu'on ait des émissions carrées, la campagne électorale c'est un peu tout ça, les à côté et autres, c'est ça qui constitue une campagne électorale. Ce n'est pas des affaires carrées dans tous les cas. Alors, allons-y un peu côté fun pour sortir de cette émission. La régie va nous y conduire, Jean-Jacques. On a certainement une compilation de fun, d'images décalées, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez voir là l'artiste Ama Pierrot, le très grand général, en train de prester dans un meeting du Rassemblement démocratique du peuple. Avec tous ses galons. Voilà. Le général avec tous ses galons. Il reçoit quelques billets de banque de ce côté-là. Voilà. Il est sur le podium. C'est voilà. festif, hein. On a des artistes qui accompagnent presque tous les candidats et ça doit se faire ainsi. Bien sûr. Vraiment, on ne doit pas étiqueter et là, empêcher. Vous avez quelqu'un qui occupe tout le temps l'espace public, Dr Chouates, qui vient de enrôler dans les effectifs de l'université de Berthois. Et là, il aime assis devant une buvette en train de célébrer son champion. Parce que lui, il estime qu'il n'y a pas un autre candidat. Et là où il y a même des chocolats, chocolat pour le Biya. Donc après la Granelle Espérance, on a désormais les chocolats. Pour ce qui est de cette les Camerounais débordent d'imagination. Il y a quelqu'un qui dit que lui, c'est un humoriste à Toupson. Il dit qu'il rêve, il mange, il se lave avec l'orange. Donc lui, il a décidé d'être derrière Kabla Libi. Et là, il y a la vague de Tiroma qui déferle. Voilà. Voilà un peu les images. Voilà. Et là, quelqu'un qui se fait tatouer aux couleurs du Rassemblement démocratique peuple camerounais avec la date de la création du parti politique le 24 mars 1985. Et il y a l'âge du président qui est également marqué sur son torse. Il dit que la douleur là, c'est une bonne douleur. Donc de temps en temps, il y a même la date du début du magistère qui est marquée. Et quand le tatoueur veut s'arrêter, il dit non, continue, c'est une bonne douleur. Voilà un peu les images. Il y a des bonnes douleurs. Voilà. Et ici, nous sommes à Ligue Formon, dans la Liquier, où une maman... Il n'y a pas Barak? Non, c'est pas Barak. C'est une maman qui n'est pas en campagne? Non, c'était pas... Non, il était au Kola il y a quelques jours avec Ami Moyo. Mais ici, c'est une maman qui est en train de faire une récitation sur le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle semble séduire les militants la nuit tombée qui l'écoutent avec un grand régal. Voilà. D'accord. Et là, les images nous sont proposées par nos confrères de l'Eki Express.
côté fun donc de cette campagne électorale, c'est très engagé sur le terrain. Serge Pokam, il y a beaucoup d'ambiance autour de cette campagne électorale et c'est de bonne guerre malgré quelques dénonciations qui sont enregistrées. Bien entendu, c'est encore, ce sont ces événements qui font justement, qui marquent la particularité de la campagne. Chacun est libre de célébrer son champion, chacun est libre de faire des louanges entre guillemets à son candidat, mais aussi personne ne devrait empêcher personne de le faire également à son candidat. C'est juste c'est juste le mal qui blesse. On va se rendre compte que, et quelqu'un l'a dit, lorsque vous sillonnez, je dis n'importe quoi, par exemple la ville de Yaoundé, vous allez vous rendre compte que les affiches du candidat du RDPC est presque partout et que l'on ne voit presque pas ceux des candidats de l'opposition. Et j'ai oublié de le souligner en début d'émission lorsque je parlais des déviances que nous avons observées du côté de Konsamba. Ce compatriote du côté de DEA qui fait allusion aux affiches de Kribi, oui, aux affiches du SDF qui sont déchirées, nous avons également observé cela de notre côté, juste que nous ne pouvons que décrier, nous n'avons pas connaissance de qui sont les auteurs de ces actes antidémocratiques. Parce que lorsque nous sommes dans une élection présidentielle, vous avez beau être partisan de tel ou de tel, nous sommes avant tout Camerounais et dans cette course, le seul juge, c'est l'électeur. Et l'expérience a montré que généralement ceux qui se livrent à de telles pratiques ne sont véritablement même pas des électeurs. Sont souvent des personnes payées à gage, des mercenaires. Et ce sont des pratiques que, en principe, chaque candidat doit pouvoir sensibiliser tant ses militants que les populations. Parce que arriver dans une situation, dans un meeting, dans un cause rally ou alors dans une activité politique en vue de la campagne présidentielle, chacun doit pouvoir présenter, défendre auprès des populations son programme. Et pour ceux qui pensent que le programme, les populations s'attachent au programme, je pense que si on va dans ces logiques-là, dans ces lancements, on va se rendre compte que peu sont ceux qui pensent de la sorte. Mais un grand nombre, justement, reste attaché à cela. Même si certains restent sceptiques sur une probable victoire de l'opposition, nous ne pouvons que les rassurer de ce que 2025, c'est réellement de l'opposition. Et j'aimerais rappeler également à Stéphane, sur les plateaux pareils, je prends le cas du programme de société du SDF, qui est à près de 148 pages. Sur un plateau comme ça, nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur et autres. Mais là, ce que nous faisons, c'est que dans les médias, dans les forats, dans les plateformes sociales et autres, nous donnons la latitude aux Camerounais, nous donnons les références et invitons les Camerounais et les citoyens à entrer dans le programme. Chaque fois qu'il y a dans le programme, lorsque nous soulevons un problème, nous partons du constat. Qu'est-ce que nous constatons dans la société? Quel est l'objectif peut-être de ceux qui gouvernent, quel est leur objectif par rapport à cela et qu'est-ce que nous proposons? Donc nous partons d'un constat, d'un objectif, d'une réforme et d'une proposition. Et une émission de peut-être 2-3 heures ne peut pas permettre que nous puissions entrer en profondeur d'un programme de société qui s'étend sur près de 148 pages. Alors, ce que nous faisons généralement, c'est que on peut prendre 2 sujets, on essaie de soulever quelques éléments, mais tout en donnant la latitude aux Camerounais d'avoir le programme de société à main. Nous voulons et nous efforçons qu'il soit le plus vulgaire possible. Vous arrivez sur le net, tapez www.aussi 2025, vous avez le programme dans tout. En fait, sa profondeur, tous ces détails. Justement, vous êtes libre d'entrer, de prendre connaissance et la rupture. Aujourd'hui, le thème, l'honorable Joshua aussi, a un programme de rupture. Lorsque vous lisez notre programme dans sa profondeur, vous vous rendez compte que nous n'allons pas à la présidentielle pour remplacer le président Biya. Non, nous allons à la présidentielle 2025 pour rompre avec le système Biya. Voilà pourquoi ce programme vient proposer justement des grands axes qui amèneront les Camerounais à comprendre justement le sérieux dans lequel le Social Democratic Front est. Non, lorsqu'il y a un projet, ok, il est toujours bon,
d'entrer dans la profondeur du document ou de l'information avant de pouvoir peut-être juger ou avant de pouvoir sortir des conclusions et autres. Mais je voulais dire, pour me résumer à ce niveau, nous avons un programme de société qui est assez étoffé. Et sur ce programme de société, la question de société, c'est la vie chère. Que dit ce programme par exemple? Ok, parlant de la vie chère, je veux prendre un élément, je ne sais pas si nous aurons le temps. Allez-y, vous avez le temps. Ok. Commencez déjà quelque part. Merci. Concernant la vie chère, je voulais dire d'entrée de jeu, mon papa nous disait souvent une époque, nous a dit une époque, lors du magistère du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, puisqu'ils étaient fils d'agriculteurs, ils faisaient à cette époque café, cacao et consorts, il nous disait, le président Amadou Ahidjo ne permettait pas qu'une culture pourrisse au champ, faute de moyens de locomotion, faute de route. Dans l'approche des récoltes, il ordonnait à son entourage, à ses collaborateurs, de pouvoir, même si les routes ne sont pas bitumées, qu'elles sont au moins tracées. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans nos petits coins et recoins, nos petits villages et autres, vous vous rendez compte que les aliments, les nourritures pourrissent. Pourrissent pourquoi? Pas parce qu'il manque de personnes pour acheter ou pour consommer, justement parce que dans d'autres cas, il manque des routes. Et lorsque la route dérange, lorsque la route n'est pas praticable, alors les véhicules y arrivent, y accèdent difficilement. Alors, pour parler de la vie chère, dans notre programme, justement, nous avons notre programme à ce qui concerne la rupture. Il est dans un premier temps question de réduire la taille du gouvernement, par exemple. Passer d'une soixantaine de postes ministériels à au moins ou alors à au plus 30 postes. Ça permet de réduire le train de vie, ça permet d'économiser de l'argent, et cet argent qui est économisé permet d'investir dans des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et bien d'autres. Et en le faisant, on ne peut pas oublier le secteur éducation. Parce que nous pensons justement, toujours pour lutter contre la vie chère, en investissant, en soutenant, en accompagnant notre système éducatif, alors directement, nous professionnalisons notre système éducatif, et ceci en mettant l'accent sur l'emploi, ou alors nous le faisons en mettant l'accent, ou alors en priorisant l'emploi jeune des Camerounais. Parce que justement la question, Stéphane l'a dit peut-être en rien, que bon, on parle d'emploi et autres, mais nous ne parlons pas seulement d'emploi. Nous parlons de création, nous parlons d'accompagnement, nous parlons de tout ce qui va avec. Ceci partant d'un constat assez amer. Donc, lorsque nous le faisons, les fonds économisés partant du train de vie du gouvernement et autres, cela nous permet, accompagner même déjà ces jeunes et autres qui se lancent dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, de l'aquaculture et consorts. Ce qui va permettre également d'augmenter notre production, d'augmenter la production locale, d'encourager la consommation locale. Parce que lorsqu'on essaie un peu de voir ce qui se passe au niveau de la gouvernance actuelle, on se rend compte que les différents taux d'exportation sont assez élevés. Et pourtant, si on avait, je dis n'importe quoi, lorsque vous prenez par exemple la sèmerie, vous prenez par exemple le riz, je voudrais dire, nous sommes à un taux d'exportation à près de 200 milliards l'an. C'est-à-dire que nos devises vont à l'étranger. À on l'étranger. importe du riz et on exporte nos devises. Mais si ça veut simplement dire, nous prenons notre argent, nous allons payer des jeunes là-bas pour qu'ils travaillent. Mais par contre, si nous servons de cet argent-là pour investir dans notre production du riz, et je vous rappelle que dans la zone de Yagua, où c'est une terre, la sèmerie, mais si, une terre assez productive pour le riz, je vous assure qu'on... Nanga est beaucoup, merci. Dans le centre. C'est pour dire que dans cette zone-là, on consomme le riz exporté, par exemple. Mais ça a décrié. Du riz importé, je voulais dire. Ça a décrié. Voilà pourquoi nous disons, ces fonds économisés, investir dans des secteurs assez porteurs de notre économie et autres, agriculture et consorts, permettront, de lutter contre l'emploi, le manque d'emploi par exemple. Parce que cela va permettre, cela va créer autant de postes d'emploi. Et nous ne pensons pas seulement investir dans la production. Nous pensons qu'il est bon de partir de production, arriver à la transformation, parce qu'on s'est rendu compte quelque part, la sèmerie qui a été qui a consommé beaucoup d'argent pour sa mise en œuvre.
Aujourd'hui, continuons le peu de riz que nous produisons, d'aller le faire décortiquer à l'extérieur avant de le ramener au pays, ce qui pose encore un problème. Par contre, si dans les secteurs de production et autres, à côté de la production où nous pensons investir suffisamment, nous mettons également l'accent sur la production, les volets manutention, ça va créer le maximum d'emplois possible. Et vous savez, plus il y a de l'emploi, plus il y a de l'argent, plus la vie chère baisse automatiquement. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au marché, difficilement vous pouvez avoir un bon régime de plantain que vous pouvez consommer, qu'une famille peut consommer, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas suffisamment préparé. Aujourd'hui, ne mange du poisson qui veut, mais qui peut. Ne mange du poulet qui veut, mais qui peut. Le maquereau est devenu le luxe. Hein. C'est le poisson des pauvres. C'est le poisson des pauvres. Mais vous faites bien de le dire. Un artiste camerounais croyait bien faire de dire dans l'une de ses compositions, on ne vous a pas laissé. On a l'impression que les pauvres, justement, les plus démunis, ont justement laissé ce qui était pour eux à ceux qui sont légèrement ou alors ceux qui sont un peu nantis. Le riz camerounais est un luxe pour le manger. Il n'est pas déjà très visible. On ne le trouve pas. Il coûte cher, extrêmement cher. Il est plus cher que le riz importé. Et ça, dont on ne c'est maîtrise le paradoxe. Pas beaucoup, les dates de péremption et autres, ni la qualité. Justement, c'est encore ça le paradoxe. Nous produisons localement. Si notre structure, par exemple, comme la sèmerie, fonctionnait normalement, ça voudrait dire nous produisons ici. La manutention est haute. Il est acheminé vers la décortiqueuse au niveau de la sèmerie, qui après le conditionne, le met en sachet et autres, et le met directement à la disposition des Camerounais. Comment est-ce qu'on peut nous expliquer que ce qui se passe au pays, localement, qui ne subit que peut-être à coup sur les coûts tels que la manutention, ce qui est la plus forte, coûte plus cher que ce que nous allons ailleurs acheter, où il y a production, manutention, décortiqueuse, transport, avant qu'elle n'arrive au Cameroun. C'est qu'il y a problème. C'est que justement, c'est un système assez organisé qu'il faut justement briser. Si nous parvenons à briser ce système-là, automatiquement, nous créons de l'emploi. Automatiquement, nous réduisons d'une manière significative la vie chère. Et cela n'est pas seulement sur le riz. On peut citer, aujourd'hui, il y a très peu de boulangeries, par exemple, qui font leur pâtisserie à base de la farine de manioc ou la farine de patate. Mais pourtant, des cultures que nous produisons... On importe le blé. Hein. C'est près de 160 poussières de milliards. C'est assez important. Si nous prenons ne serait-ce que dans ces chiffres assez importants, nous prenons juste la moitié que nous investissons dans notre pays, je vous assure, aucun Camerounais ne va plus envier aller à l'extérieur, ne va plus chercher l'Eldorado à l'extérieur. On revient à vous tout à l'heure. Merci pour la vision du Social Democratic Front pour lutter contre l'inflation et la vie chère. Paul-Stéphane Mounouga, sur cette question qui est sociale et économique en même temps, qui a un impact réel sur le quotidien des Camerounais, regard de politologue sur les offres ou pas, ou l'absence d'offres des candidats. Ça devrait inquiéter. On disait tout à l'heure que vous ne lisez pas suffisamment les programmes des gens, dans conjoncturel et structurel, on est un peu perdu. Voilà les questions, comme on dit, terre à terre. Là, par exemple, pour résoudre ce problème, il faut avoir, dans le long terme, il faut avoir une dimension structurelle et conjoncturelle. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on doit prendre à l'immédiat et des décisions qu'on doit prendre pour le long terme. Parce que la question qu'il faudrait, par exemple, qu'on se pose, quand je parle ici de rupture, est-ce que vous avez fait l'état des lieux? Vous êtes sûr que votre sous-sol vous appartient encore? Aucun candidat ne peut répondre à cette question. Parce que ça ne figure pas dans son programme. Il faut d'abord faire l'état des lieux avant de se projeter. Parce que c'est à partir de l'état des lieux, parce qu'il y a les accords qui existent. Et généralement, ces accords sont ratifiés sur la base du droit international. Quand vous avez donc fait l'état des lieux, là, vous pouvez vous projeter. Et vous allez donc vous rendre compte que, aujourd'hui, par exemple, depuis que la campagne électorale a commencé, vous allez vous rendre compte qu'on ne rentre pas justement dans des questions comme celle de la vie chère, comme celle de l'inflation, qui est une réalité. Parce que quand vous analysez, par exemple, la vie chère et l'inflation au Cameroun, vous vous rendez compte que c'est lié à deux choses. Première chose, c'est le carburant. Parce que l'augmentation du carburant impacte directement la vie du Camerounais. Parce qu'une fois que le carburant a augmenté, les tracasseries policières, le transport a augmenté, ça fait que là-bas, Amselam ne peut plus vous vendre son plantain
à 1500. Est-ce que vous avez fait un état des lieux sur la production du carburant? C'est autant de questions qu'il faudrait qu'on se pose. C'est pour ça que je dis, et je suis d'accord avec le téléspectateur qui dit, en réalité, dans la plupart des cas, on apporte des réformes et non des ruptures. Ça veut dire, sur la base de ce qui existe déjà, on veut réformer. Aller dans le fédéralisme, ce n'est pas la rupture, ce n'est qu'une forme de l'État. Il ne faudrait pas que les gens confondent, parce qu'on vous dit qu'on va dans le fédéralisme communautaire, qu'on pense qu'on va dans une rupture. Non. Donc je pense donc aujourd'hui que il a dit beaucoup de choses qui sont vraies. Il faudrait que le Cameroun se prenne en main. Et là, ça a un lien également même avec l'éducation. Parce qu'il faut une rupture sur le plan de l'éducation pour avoir un système éducatif qui a pour mission de produire, de former des gens qui vont produire la richesse. Parce que quand vous analysez le système éducatif depuis la décolonisation, vous allez vous rendre compte que on a hérité d'un système éducatif qui a pour mission de fabriquer des consommateurs et non des producteurs. Là encore, il faut une rupture et non une réforme. Je dis il faut une rupture qui va faire mal. Est-ce que les gens seront d'accord, par exemple, qu'on dise, ce n'est qu'un exemple, qu'on enseigne plus l'allemand au lycée et à l'université? Ce sont des décisions fortes qu'il faut prendre. Est-ce que les gens seront d'accord, par exemple, qu'on leur dise qu'à partir de maintenant, ce sont les filières techniques qu'on va privilégier parce que c'est ces ensembles de mesures-là, justement, qui peuvent nous amener à résoudre les problèmes qu'on pose sur le long terme et non sur le court terme. Parce que n'importe qui peut venir et créer 5000 emplois après son élection. Mais est-ce que ça va tenir sur le long terme? N'importe qui peut venir et lancer les grands chantiers. Mais est-ce que ça va tenir sur le long terme? N'importe qui peut venir et vous engager la construction d'une usine qui va vous produire du riz. Mais est-ce que ça va tenir sur le long terme? Voilà un peu ce que je dis quand je parle de rupture. Parce qu'il faut tenir compte d'abord que le Cameroun est en relation avec d'autres États et le Cameroun a des conventions avec certains États. Ça veut dire qu'il faut même d'abord partir de l'état des lieux de ces conventions-là. C'est à partir de ça qu'on se projette et c'est à partir de ça qu'on décide justement de rompre ou de réformer. Serge Bokam, sur ces observations, sur la démarche du Social Democratic Front, vous n'avez pas de problème à ce niveau? Non, il faut dire nous n'avons justement pas de problème. J'ai dit, le programme est assez vaste et je dois reconnaître, moi en tant que communicant du SDF, je n'ai pas la totale connaissance du programme parce qu'il est assez vaste, il traite de beaucoup de secteurs. Stéphane a par exemple fait allusion au secteur du pétrolier. Justement, dans le programme, il y a un point là-dessus qui va de l'enquête, de l'état des lieux, de ce qui nous revient, de ce qu'on manque, de ce qu'il faut faire justement pour le transformer, pour le remettre même à marche et autres. Donc, c'est juste qu'il faille réellement entrer dans le programme pour pouvoir justement répondre à un certain nombre de questions. Dans le programme, par exemple, le volet, les accords et consorts, nous avons dit dans le programme, je crois que c'est à page 28, je ne me rappelle pas trop, que nous allons, qu'il faille mettre fin avec les accords postcoloniaux. Lorsqu'on dit mettre fin, ce n'est pas pour dire qu'on va se lever d'un bâton magique, on va dire on met fin. Non, cela va justement dans un premier temps de l'état de lieu, lesquels on peut, peut-être celles qui ont été déjà épuisées et qu'on n'a pas encore renouvelées, mais qui continuent quand même à courir, lesquels par exemple sont encore en cours, comment faire pour justement mettre fin. Il y a un ensemble de démarches, il y a un ensemble de propositions justement qui sont mises de ces côtés-là. Donc pour dire justement, il y a beaucoup de pôles. Et lorsque, et je viens à cela, le deuxième vice-président du Social Democratic Front, le docteur Lumari avait fait, Kabdi avait fait une sortie là-dessus, lorsqu'on a augmenté le prix du carburant. Et il disait justement, peut-être je vais un peu me garer, mais je vais prendre justement quelques grandes lignes. C'est l'essentiel. Oui. Mais si dans son analyse, il disait, malgré le fait qu'on importe, notre litre de carburant peut coûter dans les 350 à 500. Maxi. Donc, le 800 et autres là, c'est justement partant de ces impôts et consorts, impôts ici, impôts là-bas. Il suffit tout simplement parce que c'est la matière grise. Une fois que le carburant a augmenté, de manière pratique, directe, tout change. Tout se déchaîne. Tout.
Il suffit simplement que l'État du Cameroun puisse exonérer l'importation du carburant de certains impôts. Et directement, on revient à la base. Donc c'est pour dire, il y a des études qui sont menées de la sorte. Et lorsque nous présentons cela comme ça, ce n'est pas pour dire que, bon, peut-être, il y a des choses qui sont à la base. Nous demandons aux Camerounais de comprendre la chose, d'entrer dans le programme politique, de les lire en profondeur, et je suis persuadé qu'au sorti de là, ils auront l'impression que le SDF est en train d'aller à la Deuxième République. Parce que ce n'est pas faux. C'est justement là où nous sommes en train d'aller. Non, mais Olivier Baudet, les questions de vie chère et d'inflation, c'est le quotidien qui est interrogé. Oui, le quotidien est interrogé, mais moi je vais appeler ici à un travail davantage synergique entre les différents départements ministériels. Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, vous aurez là-bas, il y a 35 programmes agricoles qui sont d'ailleurs financés. Vous avez soit entendu parler des coordinateurs des projets qui sont en prison. Et maintenant, quand je parle du ministère de l'Agriculture, je fais allusion au foncier, Jean-Jacques. C'est l'épineux problème. C'est-à-dire que tous les projets cités par Serge et Paul Stéphane tout à l'heure vont s'implémenter où? Si on n'a pas le sol, si on n'a pas les terres, puisque ce sont les mêmes qui sont accaparés les terres. Et quand même on doit dans ces terres-là, il faut réguler le marché. Et là intervient le ministère du Commerce. Et ça fait donc que les trois, peut-être si on prend les trois départements ministériels mis ensemble, facilitant la chose aux petits Camerounais, ça peut contribuer à résoudre le problème, parce qu'on dit la terre ne trahit pas. Mais combien de jeunes... Mais il faut avoir ces terres-là. Mais combien de jeunes ont ces terres? Une loi foncière qui est vieille. Voilà, qui date de 74. 74, qui ne permet pas d'avoir accès à la terre naturellement. Il faut une réforme là-dessus. Il faut des terres pour cultiver. On nous a brandi l'agriculture de seconde génération avec les tracteurs de boulot qui sont poussés dans les herbes. Voilà autant de choses. Donc, il faudrait que nous passions du slogan aux actes concrets. C'est-à-dire que si on met un certain nombre de réformes en place, ça faciliterait le Camerounais lambda qui va se lancer. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites... C'est pour dire, on va pas vous couper un que les candidats doivent être concrets sur des questions concrètes. Bien sûr. La vie chère, il faut régler les questions foncières, il faut régler les questions de la production, il faut régler les problèmes du marché en passant par le transport de ces produits-là, et donc les routes. Il faut désenclaver les bassins de production, comme le faisait l'ONCPB, la SODECAO et autres par le passé. On ne demande pas le goudron partout. Il faut voir le prix du carburant sur les marchés. Il faut voir la chaîne fiscale également. Tout cela. Et là, vous nous replongez dans les plans quinquennaux qui ont fait fleurir à une certaine époque. C'est-à-dire que si on dit qui trop embrasse mal les trains, si on prend secteur après secteur, on dit vie chère, on consacre 5 ans, on résout toute la problématique évoquée tout à l'heure, transport, carburant, foncier, et ainsi de suite. On résout le problème là, on prend le secteur de la santé, on prend le secteur tel, on prend le secteur tel. Ça fait que si, ce qu'on ne souhaite pas, si le prochain candidat vidéo ça a passé 40 ans, il va partir étant célébré. D'accord. Alors, Cyril interroge Paul Stéphane. Hier, le communicant du FSNC a parlé de prendre du temps pour faire l'état des lieux. Le consultant l'a critiqué et a demandé des mesures concrètes. Finalement, son problème, c'est quoi? Je voudrais le voir aussi critique envers les communicants du RDPC, Cyril, qui ne sont pas là, qui nous ont boudé depuis 2 jours, les communicants du RDPC, qui ne réussissent pas à avoir du temps pour venir répondre aux questions, qui sont dans les rendez-vous des business. Je reviens une fois de plus décrier que le consultant doit se mettre à jour, dire que des opposants comme Cabral Libi et Joshua aussi, députés de la nation, ne font pas état des lieux, est une insulte à leur endroit. Juste le Niger et la Guinée-Conakry ont revu certains contrats miniers. Est-ce qu'ils en sont morts? Réponse du consultant. Est-ce qu'ils en parlent? Le problème, c'est est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que l'honorable Cabral... Et la question était celle de la communication. Justement. Mettre cela à la disposition de l'électeur. Je dis, ils n'en parlent pas. Si, j'ai envie de vous dire la paperasse aux gens qui vont aller emballer parfois les beignets avec et tout. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui doit défendre? Pour aller sur les sites internet, c'est compliqué. Dans un pays où le réseau
Quelqu'un préfère regarder des vidéos humoristiques que de le réseau regarde. Orange et MTN dictent leur loi. Hein, que vous vous connectez 6 fois au même endroit. Vous regardez. Donc, je disais qu'ils n'en parlent pas. Et il ne faudrait pas... C'est pas parce qu'on est député que... qu'on a la science infuse exactement. Et j'ai envie de dire que je peux mettre le téléspectateur à défi que l'état des lieux de notre sous-sol n'existe pas dans le programme du PCRN. Ça, je peux le mettre à défi. Il ne faudrait pas qu'on confonde, parce qu'il y a un faux débat qui est en train de s'installer. Et moi, je réfléchissais à ça par rapport à ça le matin. Vous avez des gens qui veulent vous faire penser que changer de forme d'État serait une forme de rupture et la solution au Cameroun. Moi, je suis même contre ça parce que on risque de se retrouver dans une situation où, quand un prochain président va venir, il va vous dire qu'on change la forme de l'État, on va au fédéralisme. Quand un autre va venir, il va vous dire que non, c'est la décentralisation. Un autre va venir, il va vous dire que non, c'est la déconcentration. Vous voyez qu'en réalité, ce n'est même pas là. Je vous ai dit hier que la solution du Cameroun, c'est de résoudre le système politique. Il faut une rupture. Il faut changer de système politique et non la forme de l'État. Et là, je persiste et signe dessus. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec un président en 2025 qui peut venir vous dire que c'est le fédéralisme. Et si en 2032, ce n'est plus lui, et que c'est maintenant un partisan de l'État unitaire décentralisé qui reprend le pouvoir, on revient à l'État unitaire décentralisé, on se retrouve en train de tourner en rond sur une question dérisoire, en réalité, qui n'est pas le véritable problème. Donc, je pense qu'il faut faire très attention, même quand on est militant, accepter les insuffisances et intégrer les insuffisances dans le discours, et même pour les prochaines élections. Oui, Serge, rapidement. Mais là, je voudrais également dire à Stéphane, l'une des choses qui m'a blasé lorsque j'entrais en politique, c'est que je suivais, c'était à l'époque lorsque le débat politique en France se passait entre, à l'UMP, Sarkozy, Fillon, Copé et consorts. J'ai au moins compris ou accepté quelque chose là-bas, j'ai appris quelque chose là-bas, c'est que, généralement, ces hommes politiques, beaucoup parlent dans leur page Facebook. Dans leur page. Consultez les pages de ces personnes-là. Je vous assure, ces problèmes de rupture. Entrez dans la page de l'honorable Joshua aussi. Les prises de position partant de l'Assemblée haute. Même à la fin d'une section ou d'une séance du Parlement. Il faut camerouniser tout ça. Tu sais qu'à Doumentan, pour qu'on ait une page Facebook, il faut trouver une connexion. Il faut trouver la connexion. Okay. On est d'accord que c'est des outils modernes, il va falloir s'adapter, mais il faut comprendre justement qu'aujourd'hui, y aller totalement, c'est le taux de pénétration Facebook est très faible encore dans notre pays. Il faut prendre en compte ces éléments-là. Quel est le taux de pénétration sur le net, quelle est la couverture, une vidéo c'est la plus de la couverture, une vidéo sérieuse. Quelle est la culture? Quelle est la culture de Facebook qu'on a au Cameroun? Parce que si vous ne prenez pas également en compte la culture de Facebook, quand on va sur Facebook, c'est pour voir autre chose. Hein, les gens. Jean, nous vous connaissons. Non, on n'a pas demandé justement dans le traitement de l'information. Oui. Et je pense que généralement, chaque fois qu'un homme politique, en l'occurrence l'honorable Joshua aussi, par exemple, est interviewé et consort. Sur nos plateaux, on est d'accord. Mais si cela n'est pas gardé. Donc je pense qu'il faut également aussi interpeller les Camerounais à suivre les émissions de débat, à suivre les interviews peut-être de ces hommes politiques et consorts. Et certainement, ils comprendront leur position. C'est ce qu'on va dire. Puisqu'on est là pour construire ensemble et qu'on va sortir l'émission, c'est bien les réseaux sociaux, Facebook et autres. Il faut que tout cela soit thématisé. N'envoyez pas les gens lire 400 pages sur Facebook. Déjà, avoir un livre physique sur 400, c'est pas évident. Il faut que ce soit thématisé. Qu'on annonce que votre candidat ou tel autre candidat va se prononcer sur la vie chère, que ce soit concis et précis. Concis et précis, que quelqu'un reparte avec quelque chose. Maintenant, utilisez les moyens qu'on a. Les radios, les télévisions, vous voyez qu'on est en train de supplier même les candidats pour qu'ils viennent donner leur vision. Et le CNC nous regarde avec la chicotte, alors qu'on est même malheureux finalement. C'est nous les malheureux. On supplie les candidats pour qu'ils viennent dévoiler leur programme. Vous êtes seul, vous êtes obligé de parler tout seul. On n'est pas en mesure de faire du contradictoire tel que souhaité par le CNC et les autres. Mais après, il faut, dans la structuration de la communication, utiliser tous ces moyens-là qui s'offrent à vous, les télés, les radios communautaires et autres, les mégaphones,
dans les marchés, ça permet que le message puisse c'est le bon François passer. dans l'opinion sur ce terrain-là. Ah bon, François, c'est un exemple. Elle a un mégaphone. C'est un exemple. Elle a un mégaphone, puisque même si vous voulez pas acheter le produit, le fait d'avoir la publicité dans le creux de votre oreille, vous venez avec 4 produits. D'accord. Merci d'être passé, Paul. Serge, beaucoup de courage sur le terrain. On a encore une dernière ligne droite là. Ça va courir. Je précise que vous êtes venu avec le beau t-shirt de la campagne électorale. Vous pouvez le présenter, ça ne dérangera pas. Paul Stéphane, le candidat du RDPC, pourrait être en meeting demain, en campagne. Oui, on n'est pas encore très sûr. Parce qu'il n'y a pas eu une communication du cabinet civil. Le cabinet civil n'a pas encore fait une communication. Peut-être ce serait une surprise, mais c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'il doit faire la campagne, justement parce que c'est lui qui sera élu et non ses jambes, c'est-à-dire le Premier ministre et tous ceux qui font campagne pour lui. Donc, nous espérons vivement qu'il fera campagne dans toutes les villes où il a été annoncé, justement, pour démontrer qu'il est encore l'homme de la situation, tel que ses lieutenants le disent. Ça manque à cette campagne de voir un candidat pas sur le terrain? Oui, Jean-Jean, ça manque. La dernière fois, j'ai énoncé le nom de Jacques Bougois. J'en fais pas une fixation, rappelez-vous. Vous avez demandé, mais est-ce qu'il est aussi en course? Vous voyez que même son déploiement est quelque peu timoré. Mais justement, j'ai suivi un coup de gueule de l'honorable Cabral en Konsamba lors de son retour de Bamenda qui disait qu'il y a certains candidats en liste qui peuvent arriver à Konsamba et ne même pas être connus du grand public. Parce que justement, et là, ça m'amène à partager avec vous une vidéo que j'ai regardée sur Internet. Il y a une maman qui présente les bulletins de vote à sa jeune fille. Et comment elle lui présente, l'enfant dit je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Peut-être 12 bulletins. C'est vrai que ce sont les anciens candidats. Mais dès qu'elle a sorti le bulletin blanc, elle a dit Paul Biya. Et c'est un peu ça ce qu'on a sur le terrain. Vous arrivez, on vous dit qu'il y a un meeting de tel là-bas. Les gens demandent même dans les bars à côté que c'est qui. Ils parlent même de quoi. C'est même quoi son offre politique, et ainsi de suite. Donc, un candidat qui se déploie, qui écoute, qui note, qui propose, qui fait ci, je crois que il peut faire flancher l'électorat même dans ce que le RDPC sont appelés les socles granitiques. Oui, parce que si quelqu'un vient, vous avez vu par exemple le candidat du Social Democratic Front d'aller se recueillir sur la tombe d'André Maré Bida. Quand on l'a présenté dans un ouvrage comme un héros oublié. Parce que quand on parle de l'histoire du Cameroun, on a le sentiment que l'histoire a commencé avec Amadou Babaterou Ahidjo. Mais il y a eu André Bida en 58 avant Amadou Ahidjo. Donc vous voyez un candidat qui part et faut se recueillir, ça marque les esprits. Donc, un déploiement sur le terrain a toujours une plus-value. D'accord. Et Marois est gâté là. C'est Marois qui a reçu le candidat du RDPC en 2018. Marois pourrait encore recevoir le candidat du RDPC ce week-end. Dans tous les cas, il faut que tout le monde mouille le maillot. Bien sûr. Même si on a écouté le ministre Jean de Dieu Momo ce matin chez nos confrères de Balafon dit qu'ils battent campagne comme si c'était le président de la République parce que ils sont là pour le lucre politique. Parce que lui, il attend plus seulement être du ministre délégué, il attend être entré avec au moins 4 autres personnes dans le gouvernement, voire même 4 départements ministériels. Donc, eux, ils mouillent le maillot. Quand ils sont sur le terrain, ils se confondent même avec le candidat. Alors, Maître Alice, comme lui a demandé, entre lui, Momo et elle, qui aime plus Paul Biya? C'est un autre débat. Elle a dit que c'est elle. Parce que Momo, lui, soutient parce qu'il a le poste. Il a le poste. Il veut même davantage. Elle aime Paul Biya. Merci d'avoir suivi ce programme. Restez fidèles au programme d'Info TV qui suivra toujours cette campagne électorale en vue de la présidentielle du 12 octobre prochain. Comme d'habitude, nous souhaitons beaucoup de courage aux équipes sur le terrain. N'oubliez pas de faire remonter les informations au niveau des médias. C'est utile. Bonne soirée. C'est une fiable.